vers le bas. Voilà. Donc il y avait une cinématique intéressante sur comment mettre les pales en incidence. Donc on a réussi à avoir un certain nombre de documents. Donc là on a une vue par exemple de toute la tringlerie qui est là, qui est assez impressionnante. On avait des dessins techniques, avec aussi par exemple on reconnaît la pale qui est d'axe vertical, le système de tringlerie ici, un solide central qui a l'air de permettre de faire varier l'incidence, qui est mu par un actionneur hydraulique, et puis le groupe de propulsion principal. Une vue un peu plus stylisée, on va dire, du groupe de propulsion, avec toujours le point central qui va jouer un rôle central dans la modification de l'incidence des pales, qui va donc commander la tringlerie, qui se trouve dessous, qui elle-même est commandée par deux vérins orthogonaux, qui vont permettre de faire déplacer le point central, qui par réaction va permettre de faire modifier, va modifier l'incidence de la pale. Voilà. Alors, l'architecture du sujet, une fois qu'on a trouvé ce support, l'architecture du sujet, elle va être fonction des choix qu'on va faire. Ces choix, ils sont personnels, c'est les thèmes qu'on a envie d'aborder. Donc, nous, l'option qu'on avait prise, c'était de donner une architecture du sujet à partir de la fonction, et à partir d'un petit diagramme FAST qu'on avait établi, permettre de mettre en place la structure du sujet. Voilà. Par exemple, il y avait, pour piloter l'actionneur hydraulique, il y avait une servovalve, donc c'était intéressant, par exemple, de faire choisir la servovalve à partir d'une identification fréquentielle. Donc on retrouve ici piloter l'actionneur hydraulique et le choix de composants. Ou alors, dans la fonction, il y avait aussi asservir la position du point central. On pouvait établir un schéma bloc de la commande et faire calculer un certain nombre de performances sur cette commande. Ou alors déplacer le point central, qui pouvait faire aussi l'objet d'un calcul de performance. Bon. Une fois qu'on a établi à peu près l'architecture du sujet, on s'est posé le problème, pas après, mais en parallèle, on va dire, on a essayé de regarder quelles étaient les données dont on disposait. Alors, globalement, on a deux types. Les premières, c'est celles que le constructeur veut bien vous donner. Le contact industriel établi, on établit des contacts, on arrive à avoir des données. Mais comme d'habitude, les données, elles sont toujours partielles, elles sont restrictives, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Donc, les données, par exemple, c'est ces formes de documents qu'on nous a transmis avec des choses fort intéressantes, certes, mais on a la hauteur des pales, le nombre de pales, les puissances, etc. Mais il manque toujours quelque chose. Donc, les deuxièmes types de données, c'est celles qu'on va se construire soi-même. Donc, c'est le concepteur qui va se donner ces données. Et ils vont être forcément liés à des choix de structure, des choix de modèles qu'on va établir. Bon, ce qui est important là, c'est que, évidemment, ces choix doivent être cohérents avec le cahier des charges global qu'on possède du support. On avait un cahier des charges, on avait des données très globales, et puis il va falloir que ces données qu'on va rentrer dans le modèle, il va falloir qu'elles soient cohérentes et qu'elles soient validées par rapport aux données générales dont on disposait. Et c'est là que va intervenir la simulation numérique. Pour construire le sujet, il va falloir forcément faire des simulations pour construire son propre sujet et ses propres données. Donc la simulation, c'est un outil, et cet outil-là, il va falloir se le forger parce que, en général, il n'y a pas d'outil prédéfini. Donc à mon avis, la simulation numérique, dans ce sujet-là, elle avait trois fonctions. Du point de vue du concepteur, c'était de recréer ou de créer l'homogénéité et la cohérence dans le sujet, à partir du fameux triangle cahier des charges support-sujet. Donc pour que ce soit cohérent, il fallait absolument être capable de refaire des simulations. La deuxième chose, c'est que du point de vue utilisateur, c'est-à-dire du point de vue du sujet lui-même, ça permettait de renforcer l'analyse et la modélisation, de s'affranchir de la partie calcul, et en revanche, de permettre l'interprétation des résultats. Parce que si on a une simulation, on a des résultats. Et donc, comme on l'a montré tout à l'heure, on peut fournir aux élèves des courbes dans le sujet, interpréter les résultats et s'affranchir de toute la partie au milieu, qui est la partie calcul. La simulation va nous le permettre. C'est très important de pouvoir renforcer ces deux axes. Ça, c'est les compétences qui sont attendues au concours. Et la troisième, c'est que du point de vue de l'enseignant, on pourrait dire que ça enrichit notre enseignement et ça nous prépare mieux au concours. Ça prépare mieux nos étudiants au concours. Donc, je vais vous décrire rapidement, très rapidement, 4 performances et 4 problèmes qu'on s'était posés. Par exemple, un truc tout simple, c'est la variation relative de l'incidence. On établit un modèle cinématique de la tringlerie.
on avait à peu près un cahier des charges qui nous disait que globalement, l'incidence variait entre à peu près de 35 degrés. Bon, comment à partir des données qu'on avait, établir et reconstruire, entre guillemets, certaines longueurs de biellette, par exemple, qu'on n'avait pas. Donc on avait établi un petit modèle 2D, juste pour regarder si c'était cohérent. On fait une simulation et on obtient globalement une variation angulaire de 35 degrés pour un déplacement du point central qui était de l'ordre du millimètre. Donc ça nous permettait globalement d'avoir une bonne idée des dimensions de la tringlerie. Deuxième performance, le système de commande était soumis évidemment à une perturbation du type hydrodynamique, donc qu'on avait modélisé par une perturbation cyclique sur les pales. C'était intéressant de voir pourquoi le système était asservi et comment il allait lutter contre cette perturbation. Donc on établit un modèle, ça c'est pas très compliqué. On avait un cahier des charges qui nous disait globalement que sur l'effecteur hydraulique, il ne peut pas y avoir plus de 1,5 mm. Bon, avec notre modèle qu'on a fait juste avant, on est capable de dire, ben, avec ça, on en a déduit que la variation d'incidence était de 0,6 degrés. Donc la performance 1 nous a servi à reconstruire cette cohérence. On établit le modèle, donc là il est établi par exemple sur Simulink. Donc on établit le modèle, mais le problème de ce modèle-là, c'est qu'il y a des tas de facteurs dont on ne dispose pas. Et c'est un peu embêtant parce qu'il y en a certains dont on dispose des valeurs. Par exemple, on connaissait globalement la valeur de la fonction de transfert de la servo-valve. Mais on n'avait aucune idée de la façon dont modéliser la perturbation cyclique. On ne peut pas mettre n'importe quoi, sinon on va tomber sur une incohérence. Donc, il fallait absolument caler ces fonctions de transfert. Donc on cale les fonctions de transfert avec les données des cahiers des charges et on fait une simulation pour connaître l'évolution temporelle de la perturbation. Donc comme on avait cette simulation, elle était faite en temporel, on voulait aussi faire une simulation fréquentielle. Donc là on reprend par exemple un petit programme qu'on écrit sous MATLAB qui permet de s'affranchir d'un certain nombre de calculs et surtout d'avoir un outil très performant et vraiment dédié à ce qu'on veut faire. Donc on écrit le programme MATLAB. Et puis, automatiquement, il va nous générer un certain nombre de résultats en fonction, par exemple là, de la valeur du correcteur, les variations de position. Bon, ça c'est très bien, on valide effectivement que les variations de position sont bien dans l'ordre de grandeur qu'on avait essayé d'établir. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut tracer à partir de là, par exemple dans le plan de Black, la réponse harmonique. Et ce tracé-là, c'est ce tracé qui a été inséré dans le sujet. C'est-à-dire que lors du sujet, on a demandé exactement le calcul inverse, c'est-à-dire qu'on a donné le résultat et on a demandé de remontrer dans quelle proportion est-ce qu'on avait, oui, dans quelle proportion on avait satisfait le cahier des charges. Voilà. Donc la quatrième performance, très rapidement, donc c'était les performances d'un système, la stabilité, donc la même chose dans les cahiers des charges, on écrit le programme, et puis là aussi c'est pareil, on produit des courbes qui permettent là de caler dans le plan de Black et sur la bague de Black les résultats cohérents avec le cahier des charges. Donc les conclusions, je ferai deux types de conclusions. Donc, si on se place du point de vue du concepteur, le sujet c'est un support industriel démonstratif et une architecture qui privilégie la modélisation et l'analyse des résultats. Faire un sujet du point de vue du concepteur, celui qui l'écrit, c'est, me semble-t-il, extrêmement formateur. Merci. La deuxième type de conclusion, c'est si on se place du point de vue de l'utilisateur, il me semble que d'abord le sujet, c'est aussi le reflet de notre point de vue, qu'on a essayé d'établir, de montrer depuis 2 jours. Donc c'est vraiment dans cet esprit qu'il faut l'établir. Et puis, il a un effet d'affichage, un effet de publicité, donc il doit être fait, et il doit y avoir des supports qui doivent inciter les étudiants à poursuivre dans notre discipline. Je vous remercie. Merci à nos 3 collègues. Je pense qu'on a abordé un certain nombre de sujets assez intéressants sur lesquels je vous propose de revenir en fin de cycle sur les compétences. Je me suis permis, Monsieur le Président Lupsi, de rajouter une pause vers 16 heures, parce que vous n'aviez pas prévu ça dans l'après-midi, mais vu la température à cette tribune, on ne tiendra pas jusqu'à 17 heures.